Euh, donc merci beaucoup, hein. Comme je vous le disais, je suis très très content d'intervenir à chaque fois à vos réunions. Et je remercie encore mes amis marocains d'avoir l'initiative de ça. Donc Amin et Alas m'ont demandé de parler de soigner, former, innover, comment s'en sortir. Alors, je ne vais pas vous donner une vision générale et vous dire comment s'en sortir, je vais dire comment je m'en suis sorti. Donc, encore une fois, je ne détiens pas la vérité, je vais juste vous expliquer comment je m'en suis sorti, si je m'en suis sorti. Donc, je travaille au centre hépatobiliaire. Le centre hépatobiliaire, c'est le premier centre français de chirurgie hépatobiliaire de transplantation. C'est 200 à 250 hépatectomies par an. C'est 150 hépatotransplantations par an. C'est une des perles de la chirurgie hépatobiliaire européenne, même mondiale. Et je suis donc très très fier de travailler là, mais ça a été très long et très difficile. Donc j'ai 47 ans, je suis marié, j'ai 3 enfants. Je suis doctorant en sciences et professeur des universités, à l'université Paris-Sud, qui est en train de devenir l'université Paris-Saclay, qui va être là aussi un joyau académique européen. Je fais exclusivement de la transplantation et la chirurgie du foie et des voies biliaires. J'opère autour de 100 malades par an. J'ai 140 à 150 papiers au Medline. Je suis responsable de plusieurs trucs. Et entre 2004 et 2017, j'ai réussi à lever à peu près 1,8 million d'euros, maintenant 2 millions d'euros de crédit de recherche. J'ai encadré 4 thésards en sciences et il y en a un qui va passer sa thèse de sciences bientôt. Donc, sur le papier, comme ça, on peut dire que j'ai réussi à arriver où j'en suis. Et je suis assez heureux, en effet, d'avoir été jusque-là. Et évidemment, j'espère que ce n'est pas fini, mais comment j'ai réussi à faire ça? Eh ben, j'ai travaillé 12 heures par jour, voire plus, pendant très très longtemps, et je continue à travailler énormément. Et non seulement je travaille, mais j'y pense beaucoup, beaucoup. Et en fait, je crois que malheureusement, il n'y a pas d'autre solution pour arriver à faire beaucoup de choses que de travailler énormément et d'y penser tout le temps. Donc c'est évidemment la solution. Et pour être capable de travailler autant que ça, c'est bon, je suis très très bien avec ça. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Je suis parfaitement bien. Je préfère même ça que ça. Donc pour arriver à travailler autant que ça, et pour ne pas souffrir de ça, eh bien en fait, il faut être heureux dans votre travail. Et une manière d'être heureux dans votre travail, en fait, je l'ai compris assez tard, c'est avoir un équilibre entre l'estime de soi et la confiance en soi. C'est à mon avis le secret du bonheur. Ça veut dire que vos malades, vos collègues, vos étudiants doivent vous renvoyer les images ou l'image que vous avez de vous-même. Et donc, si vous avez cet équilibre entre l'estime de soi et la confiance en soi, vous arrivez à une sorte de sérénité qui vous permet d'avancer. Alors, comment se forme l'estime de soi? L'estime de soi, elle ne peut se faire que si on a rencontré de grandes personnalités inspirantes. Donc moi, j'ai eu la chance de rencontrer des grandes personnalités inspirantes. J'ai rencontré au cours de mon internat pour moi, deux très grandes personnalités inspirantes, Jacques Belghiti et Brice Gaillet. Jacques Belghiti m'inspire. Jacques Belghiti m'inspire parce que j'ai été impressionné par la pugnacité de ce type, par la rigueur de ce type, et qui m'a transmis une chose, c'est l'amour du travail. C'est l'amour du travail bien fait et l'amour de l'instruction. Brice Gaillet, par exemple, n'est pas du tout le même personnage que Jacques Belghiti, c'est même l'opposé. C'est les deux frères ennemis qui se sont mis sur la gueule lorsqu'ils étaient plus jeunes. C'est deux personnalités complètement différentes. Mais Brice Gaillet m'a inspiré aussi par cette espèce d'aisance naturelle qu'il a dans la vie. Et il surplombe le débat, aussi bien physiquement qu'intellectuellement. Il a une aisance, une espèce de Mozart de chirurgie, il est bidet, enfin il arrive à travailler avec les deux mains. C'est un bonhomme impressionnant de facilité. Et donc ces deux personnages m'ont impressionné, à leur manière, m'ont impressionné et m'ont inspiré. Alors maintenant, comment se forme la confiance en soi? Parce que d'un côté, vous avez l'estime, c'est vous voulez arriver là,
Et vous avez des gens qui vous inspirent. Et de l'autre côté, vous avez la nécessité de trouver la confiance. La confiance pour essayer de vous approcher des gens qui vous inspirent. Et ben, en ce qui concerne la chirurgie, par exemple, c'est rechercher des preuves irréfutables d'une valeur professionnelle. Et les preuves irréfutables d'une valeur professionnelle, c'est indiscutablement des suites opératoires simples, des papiers publiés et cités. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas avoir réuni justement cette estime de soi, cette confiance en soi, sauf si vous mettez votre estime de soi très très bas, sans travailler beaucoup. C'est impossible. Il faut avoir réfléchi, il faut avoir écrit, il faut avoir travaillé pour avoir les résultats qui vous permettent de trouver justement une confiance en soi et d'avoir du reste du monde une espèce de retour qui démontre le fait que ce que vous avez fait, ce n'était pas pour rien. Et donc, comment on peut faire pour être pertinent au plan professionnel? Eh bien, en fait, il faut être instruit et le rester. Donc, ça veut dire qu'il faut travailler toujours beaucoup, tout le temps, en allant chercher sur le sujet qui vous intéresse la totalité de la littérature. Il faut donc, pour pouvoir faire ça, pas faire tout. C'est impossible. On ne peut pas être spécialiste de tout. Moi, je suis chirurgien du foie et je ne connais que le foie. Je ne sais pas opérer un côlon, je ne sais pas opérer un rectum, je ne sais pas opérer un pancréas. Je ne fais que de la chirurgie hépatique. Et dans la chirurgie hépatique, je vous ai parlé hier des métastases hépatiques. Pour moi, les métastases hépatiques, j'y connais rien. Je vous ai parlé des métastases hépatiques comme un chirurgien hépatique lambda. En revanche, si je vous parle du carcinome hépatocellulaire ou du cholangiocarcinome, là, je vous en parle comme un des spécialistes mondiaux de la question, parce que je connais tout, de la biologie moléculaire jusqu'à la transplantation. Donc, si vous voulez avoir une vraie légitimité professionnelle, il faut être spécialiste d'un organe et dans l'organe d'une pathologie. Donc, c'est vrai que j'ai la chance de travailler dans un environnement où on est hyper spécialisé de fait. Et j'ai fait le pari très jeune de l'hyper spécialisation. C'était un pari, parce que si vous vous plantez, vous vous retrouvez en clinique à traiter uniquement le carcinome hépatocellulaire chez le foie cirrhotique et vous n'avez pas beaucoup de malades. Donc, c'est un pari, et il faut aller au bout du pari. Alors, maintenant, comment on essaye de devenir quelqu'un? Eh bien, en fait, je crois qu'on doit avoir des personnalités inspirantes, mais on ne doit pas avoir de maître. Ça veut dire que les gens qui sont sur cette photo sont des gens qui m'ont appris mon travail, indiscutablement. René Adam m'a appris à présenter des documents, à présenter des papiers, à communiquer. Il m'a appris, en particulier dernièrement, une espèce de manière de diriger qui est très importante. Denis Castin m'a appris la simplicité dans la chirurgie. Denis Castin m'a appris à ne pas inventer les problèmes avant qu'ils ne se posent, à passer d'un problème à un autre problème sans jamais essayer de gâcher le présent avec un hypothétique futur. Il ne faut pas inventer les problèmes avant qu'ils existent. Azoulay m'a appris des choses de manière générale. Je garde pour moi ce qu'il m'a appris. Olivier Farge m'a appris d'autres choses. Bref, ces gens m'ont tous appris à leur manière des éléments. Il n'y a aucun qui m'a tout appris. Et donc, je vous demande vraiment une chose. Ne vénérez pas, n'imitez pas, et ne soyez pas la pâle copie d'un autre. Il faut que vous preniez le meilleur de chacun et que vous appreniez de leurs erreurs. Pourquoi Emmanuel Macron est aussi fort? Parce que Emmanuel Macron, il a réussi justement à tirer de l'environnement dans lequel il était le meilleur en éliminant les erreurs. Il a pris le meilleur de François Hollande et il a éliminé les erreurs de François Hollande. Et en fait, je crois que c'est ça qu'il faut faire pour être dans la case. Maintenant, après cette introduction un peu longue, mais à mon avis nécessaire, je vais vous expliquer, ou essayer de vous expliquer, comment moi je fais pour soigner des malades, pour former des gens et pour innover. Alors, comment soigner les malades? Tout à l'heure, quelqu'un parlait
d'aimer les humains et de l'amour, je pense que c'est absolument fondamental. Il faut en effet, pour pouvoir faire de la médecine et de la chirurgie, aimer les humains. C'est impossible de faire ce métier si on n'a pas de l'empathie, mais naturellement on a de l'empathie si on n'est pas déprimé. Donc, il faut aimer les humains et ne pas avoir peur des autres. Il faut vraiment aimer les gens. Et ça, vous voyez, ça c'est un bonhomme que j'ai opéré, qui était un monsieur qui était africain, qui n'avait pas de pognon, qui était dans une situation très compliquée. Alors ça fait un peu pathos de vous raconter ça, mais je l'ai opéré 2 ou 3 fois, en me battant contre différents événements et différents éléments particuliers financiers qui étaient compliqués à l'époque. Et au bout du compte, ce type-là est revenu me voir avec ce regard-là. Ce mec, il ne parle pas français. Mais le regard de ce bonhomme en disait plus que n'importe quoi. Et le jour où j'ai vu la photo de ce mec, je l'ai pris en photo, je l'ai regardé après la photo, d'ailleurs je l'avais posté sur Facebook, je me suis dit que finalement, le regard de ce monsieur, qui en plus était un peu dément, eh bien, justifiait tous mes efforts. Il y avait indiscutablement, dans le regard du bonhomme, l'explication de tous mes efforts. Alors maintenant, quelques règles. Et encore une fois, je ne détiens pas la vérité, je vous dis ce que je fais moi. Je pense que quand on est devant un malade, en particulier en chirurgie, on ne doit pas demander au malade de décider du risque. On ne doit pas dire, si je vous opère, il y a 30% de chances que vous mouriez de l'opération, mais si je ne vous opère pas, il y a 100% de chances que vous mouriez. Ça, ce n'est pas un discours. C'est impossible que le malade vous dise « ne m'opérez pas ». Donc, il faut bien être conscient, c'est que vous qui fixez les limites. Pour moi, la mortalité de la chirurgie, globalement, ça ne doit pas dépasser 10%. Si vous dépassez 10%, c'est que vous ne faites pas correctement votre travail. Il faut recontinuer à travailler, il faut recontinuer à apprendre, il faut recontinuer à vous instruire, mais en tout cas, vous devez avoir des limites. Chez les Japonais, avoir 1% de mortalité, c'est un drame. Donc, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi et vous ne pouvez pas vous dire, bah, de toute façon, le malade, je lui avais prévenu, à partir du moment où il y a un accord, c'est contractuel, donc c'est bon, je peux y aller, j'ai 40% de mortalité. Ça, c'est interdit. Pour moi, c'est interdit. Pourquoi ? Parce que vous n'êtes pas tout seul avec votre malade, vous êtes dans un environnement avec des impôts qui payent des structures hospitalières, des infirmiers, des infirmières, des gens qui vont vivre la mort d'un patient avec des conséquences parfois dramatiques. Donc vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Surtout si c'est en plus pour du pognon. Donc l'autre élément, c'est que quand vous traitez un malade, vous ne traitez pas des courbes de survie. Donc il faut avoir en tête ce point-là qui est très important. Et l'autre point, c'est que, et tu le disais un petit peu tout à l'heure quand on disait que le monde allait très très vite et de plus en plus vite, aujourd'hui, on a un présent qui est imprégné du futur. Hier, on avait un présent qui était imprégné du passé. Ça veut dire que lorsque on considérait les résultats d'un traitement, le monde allait tellement lentement qu'on pouvait considérer les résultats des traitements 10 ans auparavant. Ça, c'est typiquement le raisonnement qu'ont plusieurs médecins qui consiste à dire, ben, voyez, il y a 10% de delta ou 40% de delta entre la transplantation et les résections à 10 ans. Moralité, aujourd'hui, lorsque je vois un patient qui a un cancer du foie, il vaut mieux lui proposer une résection parce que vous voyez, à 10 ans, il y a une différence monumentale. Le problème, c'est que ces malades-là, c'est les malades d'il y a 10 ans, avec les traitements d'il y a 10 ans, et il n'est pas du tout clair que dans 10 ans, les résultats soient les mêmes. Je doute qu'en 2027, on ait encore 19% dans la résection et 65% dans la transplantation. Je pense que très rapidement, la transplantation va retrouver la résection. Donc, soyez très conscients de ça, faites confiance au futur et imprégnez-vous de ce qui se passe demain ou juste après-demain pour pouvoir prendre des décisions et ne soyez pas pétris par le passé parce que vous allez sinon jamais innover parce que vous allez refaire ce que les mecs faisaient déjà il y a 10 ans. L'autre élément, et je le disais un tout petit peu aussi tout à l'heure, c'est qu'il faut guérir des malades, pas des maladies. Vous devez avoir
des schémas de réflexion autour de grandes orientations, de grandes guidelines. Ce guideline, ça par exemple, c'est les guidelines du carcinome hépatocellulaire, c'est des guidelines qui sont reconnus internationalement, c'est quelque chose qui catégorise la situation en plusieurs groupes, et en fonction du groupe dans lequel vous vous trouvez, vous avez soit de la chirurgie, soit de la transplantation, soit de la chimioembolisation, soit du sorafenib. C'est important pour parler le même langage. Donc c'est important qu'il y ait des cases. La seule chose, c'est que ça, c'est vrai pour plein de malades. Mais lorsque vous êtes devant un malade, vous êtes devant un malade. Vous êtes devant un malade qui est quelque part sur la courbe de Gauss. Vous ne savez pas s'il est au milieu ou s'il est sur le côté. Et donc, votre capacité à recaler le malade sur la courbe de Gauss pour savoir où est le point de M. Dupont sur la courbe de Gauss, c'est essayer de trouver le maximum d'éléments dans l'évolution de la maladie, et dans la maladie elle-même et dans le patient lui-même, pour être capable de prendre la bonne décision, de faire une médecine vraiment personnalisée. Et il y a un élément qu'il faut considérer, qui est à mon avis fondamental dans la prise en charge des tumeurs au sens large, c'est le temps. Le temps est un élément déterminant pour pouvoir décider de l'histoire naturelle des maladies et de pouvoir envisager la prise en charge correcte d'un malade. Ça veut dire qu'il faut être capable de passer d'une case à l'autre. Il faut être capable de changer entre le traitement A et le traitement B si initialement il y a une réponse ou ensuite il y a une réponse au traitement A. Ça, c'est fondamental. Et il y a un autre point, je pense, c'est que vous ne devez pas demander au malade de choisir. C'est vous qui allez choisir en disant il faut faire ça ou il faut faire ci, parce que c'est vous qui êtes instruit. Lui, il n'a pas suffisamment de connaissances pour pouvoir décider, sauf si vous adressez à un de vos collègues. Et finalement, vous devez apporter de la connaissance à un malade. La connaissance à un malade, c'est pas pareil que la communication. La communication, ça consiste à échanger des informations. Et si, par exemple, je vois arriver un monsieur qui est agriculteur, ou qui est même avocat, ou n'importe quoi, banquier, et que je lui dis « Vous avez un cholangiocarcinome du segment 8, je vais vous faire une segmentectomie 8 sous célioscopie et je vais essayer de vous conserver la veine hépatique médiane », bien là, je lui ai apporté des informations, mais il n'a rien compris. Donc, en fait, vous voyez ce petit lapin là qui est dans les nuages, eh bien, ce petit lapin qui est dans les nuages, c'est un lapin. Mais en fait, si vous voyez le truc, c'est un lapin dans un nuage. Et bien en fait, c'est la différence qu'il y a entre l'information et la connaissance. La connaissance, c'est une information dans un contexte. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est d'être capable d'apporter le contexte. Et apporter le contexte, j'ai essayé de le faire en développant des outils dans le domaine de la chirurgie hépatique, qui sont des outils de communication médecin-malade, pour essayer de simplifier un peu le message. Donc j'ai fait ça il y a quelques années, et j'en ai fait un autre dont on parlera un peu plus tard. L'autre élément, c'est que vous devez communiquer avec vos malades, mais vous devez communiquer aussi avec vos collègues. Et il y a un élément très très fort, et ça, pour le coup, c'est Jacques Belghiti qui me l'a appris, c'est que les autres ne sont pas des cons. C'est fondamental. Partez toujours du principe que la personne qui est en face de vous n'est pas stupide. Parce que si vous partez du principe qu'elle est stupide, vous n'apprendrez rien de la personne qui est en face de vous. Ça veut dire que vous allez vous isoler dans votre bulle, vous enfermer dans l'espèce de fausse certitude que vous êtes très très intelligent et que vous connaissez tout, et vous allez simplement apoptoser tout doucement, mais assez clairement. Donc, vraiment, je crois qu'il faut être capable et avoir assez confiance en soi pour apprendre des autres. Parce que le problème, c'est que souvent, les gens n'écoutent pas parce que la preuve d'écouter les autres est pour eux le fait qu'ils ne sont pas instruits. Et le fait qu'ils, finalement, ils ne sont pas à la hauteur d'eux-mêmes ou de ce qu'ils pensent être. Donc, il faut vraiment considérer ça et considérer que souvent, surtout si vous êtes un hyperspécialiste, vous êtes un hyperspécialiste de votre truc, mais en dehors de votre truc, eh bien, vous avez tout à apprendre. Donc, derrière ça, il y a quoi ? Lorsque vous discutez avec vos collègues autour d'un cas patient, je pense qu'il faut toujours considérer que le staff n'est pas consultatif. Le staff est décisionnaire. Lorsque vous pensez une chose et qu'il y a 5 personnes qui pensent l'inverse, statistiquement, vous avez tort. Donc,
vraiment, je crois que c'est un point clé, il faut être conscient du fait que les autres peuvent vous apporter des choses. Alors maintenant, comment former les étudiants? Eh bien, pour former les étudiants, il faut être légitime et heureux. Et si vous êtes légitime et heureux, vous êtes inspirant. En fait, j'y ai beaucoup réfléchi, mais c'est, je crois, les deux particularités aux bons hommes que je vous ai montrées tout à l'heure. Que ça soit Belghiti ou Gaillet, ils sont légitimes et heureux les deux. L'autre élément, c'est qu'il faut être plus instruit que ses étudiants. Ça veut dire qu'il faut, en effet, travailler beaucoup, être dans votre spécialité un expert, sans quoi vous n'avez plus aucune légitimité. La dernière chose, c'est que les étudiants ne sont jamais responsables et encore moins coupables lorsqu'ils font une erreur. S'ils ont fait une erreur, c'est vous qui les avez mal formés. Maintenant, s'ils font une deuxième erreur, ils font toujours la même erreur, c'est eux qui n'ont pas travaillé parce qu'ils n'ont pas compris qu'ils avaient fait une erreur. Donc, en fait, les étudiants sont responsables, voire même les enseignants sont responsables, voire même coupables de leurs erreurs, des erreurs des autres, des erreurs des étudiants, à moins que celle-ci ne soit pas inédite. C'est-à-dire le type qui fait tout le temps 25 fois la même chose, c'est qu'il n'écoute rien. Donc il y a des gens qui malheureusement n'arrivent pas à apprendre, ne comprennent pas, alors ils sont peut-être en burn-out, ils sont quelque chose, mais en tout cas il faut considérer le problème. Mais à un moment, il faut quand même se dire, écoute, tu fais une connerie, je te l'explique, c'est pas grave, je t'expliquer. Si le lendemain il refait la connerie, c'est qu'il y a vraiment un problème. Donc, il y a un truc qui est important aussi, c'est savoir que vos enseignements ne sont jamais complètement vrais. C'est-à-dire qu'il y a une très grande phrase de Paul Valéry qui dit « Ce qui est simple est faux et ce qui est juste est inexploitable ». Donc chaque fois que vous racontez quelque chose, c'est faux. C'est jamais complètement vrai. Donc, il faut avoir ça en tête et il faut essayer de simplifier le message pour que un ou deux points passent. Et moi, ce que j'ai trouvé comme moyen pour pouvoir raconter ou enseigner, c'est toujours, dans la mesure de possible, de commencer par une belle histoire. Il faut commencer par une histoire clinique qui va fixer le débat et qui va intéresser votre auditoire. Il ne faut jamais dire « on ne sait pas ». Il faut dire « je ne sais pas ». Et il faut vraiment faire très attention à ça parce que moi, j'ai vu plein de très grands professeurs dire « on ne sait pas ». Moi, quand je vous dis « on ne sait pas si le cholangiocarcinome intrahépatique se traite lorsqu'il y a des nodules satellites ou pas », vous savez que si on dit « je ne sais pas », ça veut dire qu'on ne sait pas. Parce que je suis un expert du sujet. Donc vous n'avez pas besoin de dire « on ne sait pas » si vous êtes un expert du sujet. Vous pouvez dire « je ne sais pas » et si vous avez des preuves irréfutables de votre légitimité professionnelle, ça suffit. Si vous dites « on ne sait pas », ça veut dire que on sait peut-être. Donc, donnez au besoin votre avis, si jamais vous ne savez pas, mais justifiez-le. Et il y a des situations où, en effet, on ne sait pas. On ne sait pas pour des problèmes médicaux, mais pour des problèmes éthiques. Par exemple, la transplantation hépatique, c'est un sujet où l'éthique prend une part fondamentale. C'est-à-dire qu'on est dans un problème de pénurie de greffons. Lorsque vous donnez le greffon à M. Dupont, vous ne pouvez pas le donner à M. Durand. Et vous savez que vous avez un patient devant vous, vous connaissez, c'est M. Dupont, vous savez que si vous allez le transplanter par rapport à la résection, vous allez lui apporter un bénéfice de survie de 20 à 30%. Mais évidemment, si vous transplantez M. Durand, qui lui a une maladie qui ne peut pas être traitée par autre chose que la transplantation, vous allez apporter un gap de survie de 90%. Le problème, c'est que vous connaissez M. Dupont, mais vous ne connaissez pas M. Durand. Donc vous êtes devant M. Dupont, et vous dites, M. Dupont, il faut quand même que je le sauve, c'est mon malade. M. Durand, je ne l'ai jamais vu, je ne sais même pas qu'il existe, je m'en fous. Donc cette vision personnalisée ou cette vision globale est un problème éthique. Moi, j'essaye de penser à M. Durand, mais je suis comme tout le monde. Quand je suis devant M. Dupont, naturellement, je pense à M. Dupont. Donc le truc, c'est que c'est aux tutelles d'organiser ça. Ce n'est pas aux médecins. On n'est pas responsable, je ne suis pas propriétaire des organes.
Les organes, ils appartiennent à tout le monde. Ils appartiennent à la société. Donc, ce n'est pas au médecin de prendre ces décisions-là. C'est aux tutelles. Voilà sur ce que je peux vous dire sur comment former. Donc, vraiment, je crois qu'il faut retenir une chose, c'est être légitime. Alors maintenant, je vais aborder ce que probablement je connais le mieux. C'est comment innover. J'ai un problème, c'est que je suis extrêmement curieux. Et à cause de ça, ou grâce à ça, je travaille trop. Donc, en tout cas, depuis très longtemps, c'est peut-être un peu prétentieux, j'essaie de faire bouger les choses. Mon seul objectif dans ma vie, c'est de laisser une petite trace. Que mon passage sur Terre serve à quelque chose. Donc, j'essaye de trouver quelque chose de nouveau et de ne pas refaire ce que faisaient les autres avant. Et donc, pour innover, qu'est-ce que je fais? J'ai quatre pistes. La première, c'est que je casse des dogmes. On est pétri de dogmes. Ça veut dire que vous avez appris la médecine avec des gens qui vous ont asséné des dogmes. Par exemple, hier, on en parlait, la régénération du foie fait pousser le cancer. La régénération du foie fait pousser le cancer, c'est un dogme. Parce que personne n'a jamais démontré que la régénération après une hépatectomie droite en particulier fait pousser le cancer. Au contraire, c'est l'inverse. La régénération du foie après une hépatectomie majeure fait diminuer le cancer, alors que l'embolisation portale fait augmenter le cancer. Donc, on vit sur des dogmes. On vivait aussi sur un dogme qui était que le pic de transaminase après une hépatectomie était associé à une mortalité. Et bien, ce dogme-là, par exemple, qui est quelque chose qui traîne dans tous les papiers depuis très longtemps, et qui est d'ailleurs utilisé pour plein d'études pour exploiter le médicament machin versus le médicament truc ou l'attitude machin par rapport à l'attitude truc, en prenant comme endpoint les transaminases, et bien, ça, en fait, c'est un dogme. C'est un dogme, pourquoi? C'est parce qu'avec quelques amis, et en particulier le professeur Boleslavski, qui est un type exceptionnel, avec qui je travaille depuis très longtemps, qui travaille à Lille, et Olivier Farge, qui est un type hors du commun, dans tous les sens du terme. Et bien, nous avons développé cette base de données. Cette base de données, c'est un outil qui a pour objectif de récupérer l'ensemble des données chez les patients opérés du foie, en prospectif, en pré, en per et en post-opératoire. Ça veut dire qu'entre 2012 et 2016, et 2017 maintenant, on a recueilli autour de 4000 malades, et dans la période 2012-2015 ou 16, on avait 900, puis maintenant on n'a plus que 500 pour les problèmes de moyens. Bref, c'est un outil qui nous a permis justement de recueillir beaucoup de data sans aucune hypothèse au départ. Notre objectif, c'est de laisser les gens faire. Notre objectif, c'est d'essayer de trouver par hasard des choses intéressantes. Donc le truc, c'est que cette base de données nous a permis de publier une dizaine de papiers environ. Et le papier qui, pour moi, est le plus important, c'est ce papier sur les transaminases. Ce papier sur les transaminases, il a consisté simplement à reprendre le pic de transaminase, qui était, comme je vous le rappelle, considéré comme un endpoint très important dans les suites opératoires, et regarder si c'était le cas ou pas. Eh bien, regardez ces deux courbes ROC, elles sont à mon avis assez éloquentes, et elles démontrent que le pic de transaminase n'a absolument aucun lien entre la morbie et la mortalité post-opératoire. Ça veut dire que ça fait des années qu'on utilise quelque chose qui ne sert à rien, puisqu'il n'y a aucun lien entre le pic de transaminase et le fait de mourir ou d'avoir des complications post-opératoires. Donc ça, c'est vraiment faire tomber un dogme. Et comment on a fait? On a fait ni plus ni moins que prendre 2000 malades et de regarder s'il y avait un lien entre le pic de transaminase et les suites opératoires. Donc, des datas pour faire tomber des dogmes. Alors, l'intérêt d'avoir des datas, c'est que vous créez ce qu'on appelle un cercle vertueux, ce que j'appelle le cercle vertueux des données. Vous avez une base de données. Cette base de données vous permet de faire de la recherche clinique et donc d'innover.
Cette base de données vous permet aussi de créer des documents cliniques autoproduits. Donc en fait, vous faites de la clinique et en même temps, vous faites de la recherche, ce qui va permettre par exemple de faire un codage optimisé de vos séjours hospitaliers, donc d'avoir de l'argent pour vos hôpitaux, donc de payer des techs qui vont eux-mêmes remplir les bases de données. Et vous allez donc créer comme ça un cercle vertueux entre la donnée, qui va permettre de faire l'innovation, du soin, de la valeur et de l'emploi. Et si en plus au milieu, vous mettez des laboratoires et des structures privées qui vont utiliser vos données pour inventer du matériel qui d'ailleurs vous sera utile dans les structures de soins, ben vous avez fini la boucle. Donc vraiment, les datas sont fondamentales pour pouvoir continuer à travailler. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'avais développé au départ une application qui était de la communication médecin-malade uniquement. Eh bien, j'ai fabriqué pour le congrès de chirurgie français qui aura lieu en 2018, un outil qui est un outil de communication médecin-malade. Cet outil de communication médecin-malade, c'est un outil qui justement permet de faire de la communication chirurgien-malade, chirurgien-réanimateur, chirurgien-base de données. Vous verrez, allez sur Google, marquez application Foiselio, vous aurez cet outil qui est un outil absolument gratuit, qui j'espère sera diffusé le plus possible. Et d'ailleurs, avec Amine, on va essayer de fusionner cet outil AFC avec l'application Future qu'ils ont développée. Donc on va comme ça fabriquer un outil qui permettra de communiquer avec vos malades dans le domaine de la chirurgie digestive au sens large, pas uniquement dans le foie, et qui permettra aussi de parler avec vos réanimateurs et avec vos bases de données. Donc vraiment, l'idée, c'est d'optimiser un outil de captation de données en recherche clinique pour pouvoir avoir des datas et pour casser des données. Deuxième chose, c'est avoir des yeux neufs. Si vous restez dans votre entre-soi, si vous restez avec des gens qui font le même métier que vous, vous n'allez rien apprendre. Si vous n'allez que dans des congrès de chirurgie pour montrer que vous enlevez des grosses pièces, comme les brochets du pêcheur qui est content, un gros poisson, eh bien, vous n'allez rien apprendre. Si vous voulez apprendre, il faut aller dans des congrès où vous faites de l'hépatologie, en ce qui me concerne, dans des congrès où vous faites des mathématiques, dans des congrès où vous faites autre chose que de la chirurgie. Pourquoi ? Parce qu'il faut avoir des yeux neufs pour pouvoir demander à des gens de vous poser des questions qui, justement, ne sont pas pétries de dogmes dont on parlait tout à l'heure. Et moi, en fait, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai essayé de travailler depuis très longtemps sur l'insuffisance hépatique post-opératoire et j'ai fabriqué des modèles prédictifs d'insuffisance hépatique basés sur l'impact de la modification des surfaces d'échange vasculaire après les hépatectomies majeures. En fait, on part depuis très longtemps sur le fait que lorsqu'on fait une hépatectomie, on enlève des hépatocytes et que les hépatocytes doivent régénérer, les hépatocytes doivent être volumineux, régénérés, etc. en post-opératoire. Et en fait, le problème, ce n'est pas les cellules. Le problème, c'est les cellules en connexion avec le reste du monde. Ça veut dire qu'il faut des hépatocytes et il faut des vaisseaux pour accompagner ces hépatocytes. Eh bien, en fait, j'ai travaillé avec des gens qui font des mathématiques pour essayer justement de modéliser les modifications microscopiques et macroscopiques du foie après les hépatectomies majeures, pour essayer justement de comprendre quels sont les liens entre l'hémodynamique et la chirurgie hépatique. J'ai fait ça pourquoi ? J'ai fait ça pour essayer de comprendre comment on pouvait améliorer le fonctionnement d'un outil que j'ai développé pour mettre autour de la veine porte. Cet outil, c'est un anneau de modulation du flux porte qui permet de protéger le foie d'un barotraumatisme après hépatectomie. Et j'ai fait ça comment ? J'ai fait ça en allant voir des gens qui font des mathématiques. En allant voir des gens qui font de la simulation. Pourquoi ? Parce que le foie, c'est un organe complexe dynamique, au même titre que le cerveau. En fait, j'ai la chance d'avoir un père qui est neurophysiologiste et qui, dans les années 70, sur un ordinateur qui faisait à peu près la taille du bureau, là, dans lequel il y avait 2 cas de mémoire, a travaillé sur la simulation des centres respiratoires chez le chat. En fait, il y a quelques années, mon père travaillait là-dessus, et en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il coupait la calotte crânienne de petits chatons, et il mettait dans le cerveau des chats des aiguilles pour essayer de comprendre quelles étaient les relations entre les potentiels évoqués
d'un chat qui respire et la respiration pour essayer de voir si la respiration était quelque chose qui était cyclique ou quelque chose qui était comme un pacemaker. Et en fait, il a tué des dizaines de millions de chats pendant des années, et quand il en a eu marre de tuer des chats, sans trouver quoi que ce soit, il s'est dit, bon, en fait, je vais arrêter de tuer des chats. Ce que je vais faire, c'est que je vais simuler un cerveau. Je vais essayer de simuler un cerveau, et en fait, je vais faire des expériences virtuelles pour ensuite essayer d'avoir des résultats et vérifier si mes résultats dans le virtuel se confirment dans le réel. Et bien en fait, j'ai fait exactement la même chose, mais pas avec le cerveau des chats, mais avec les foies. Donc en fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai enregistré des datas chez quelques porcs, à qui on a fait des hépatectomies majeures. On a mesuré la totalité des paramètres hémodynamiques, fonctionnels et histologiques, et j'ai donné ces datas à des mathématiciens qui, eux, avaient considéré que le foie était un circuit électrique, et ils ont vérifié si les chiffres que j'obtenais dans la vraie vie correspondaient aux simulations qu'eux avaient faites sur leurs ordinateurs. Et la réponse était oui, ça marchait. Donc on a inventé un modèle prédictif de modification de débit, de pression et d'artère chez les patients opérés du foie, sans savoir pourquoi. Parce que finalement, il y a une espèce de boîte noire qui est les interactions qu'il y a entre justement les différents segments du foie, les résistances. Eux-mêmes, les mathématiciens, ils ne savent pas. On s'en fout d'ailleurs, une espèce de boîte noire. On ne sait pas si Dieu existe, mais on s'en fout. Le truc, c'est que ça marche. Ça veut dire qu'il y a une boîte noire. Ce qui compte, c'est le résultat. Donc, c'est comme ça que j'ai appris à travailler avec des mathématiciens, et je vous assure que ça m'a apporté énormément, parce que justement, ces gens-là ne sont pas dans une vision du réel qui est la même que nous, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de faire de la physiologie. Ils n'ont pas besoin d'avoir une explication à tout. Ils ont juste besoin d'avoir un résultat qui correspond à une réalité telle qu'on la partage avec la plupart d'entre nous. Donc, ça a vraiment été un point clé dans ma réflexion et ma capacité à innover, c'est d'aller voir des gens qui font un autre métier que le mien, des mathématiciens en particulier. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'avec ces mathématiciens, et en particulier avec une nana exceptionnelle qui s'appelle Irène Villon-Clémentel, j'ai continué à travailler beaucoup, et cette jeune femme qui est professeure de mathématiques à l'INRIA à Paris, travaille depuis très longtemps sur la simulation des flux, pas à l'échelle microscopique, mais à l'échelle macroscopique. Et donc, avec Irène, on a travaillé et évoqué la possibilité d'aller plus loin dans l'analyse, cette fois-ci plus microscopique, mais macroscopique. Et donc, aujourd'hui, avec Irène et avec Nicolas Gols, qui est un de mes étudiants qui fait une thèse de sciences, qui est plus qu'un étudiant, hein, qui est chef de, enfin, qui est après son clinica, qui est actuellement praticien hospitalier dans le service, eh bien, ce qu'on fait, c'est qu'on analyse avec les mêmes méthodes que celles qui sont utilisées dans les avions pour regarder les écoulements des flux, ce qui se passe dans les veines hépatiques. Lorsqu'on opère un foie et lorsqu'on fait une hépatectomie droite, eh bien, le foie, il va tourner. Et ça, c'est un foie dans une situation normale. Et ça, c'est un foie gauche qui a régénéré. Vous voyez que la veine hépatique médiane, elle est ici. Elle se retrouve là, elle s'est élargie et elle s'écrase contre la tranche d'hépatectomie. Ça, c'est la veine hépatique gauche qui, elle, s'est modifiée un petit peu. Donc la question est de savoir si le fait que la tranche comme ça écrase la veine hépatique, eh bien, ça a un impact sur la régénération du foie. Et peut-être que si on met le foie dans une position différente, et si on oriente le foie de manière à éviter ces compressions, on va avoir des résultats différents en termes de fonctions hépatiques qui sont médiées par l'hémodynamique hépatique. Donc ça, c'était mes connexions avec des gens qui font des mathématiques et de la simulation mathématique. Et j'ai eu la chance, au cours de mes pérégrinations, de rencontrer aussi ce bonhomme, qui est un type qui s'appelle Stéphane Cotin. Stéphane Cotin, c'est l'expert mondial dans le domaine de ce qu'on appelle le recalage élastique. Le recalage élastique, c'est quoi? C'est ce qui permet de faire de la réalité augmentée dans les matières molles. Vous savez que le recalage élastique, ça correspond à prendre un foie et mettre ce foie virtuel sur une situation réelle. Et la difficulté, c'est qu'on a des problèmes qui sont inhérents
au fait que le foie c'est mou. Alors je ne sais pas si la vidéo va marcher, parce que si ça va peut-être marcher, on va voir. Ça, c'est avec Nicolas, justement. Nicolas Goltz, là, qui opère comme Steve Austin, là, très très vite. Et donc, Nicolas travaille sur sa thèse de science sur le recalage élastique et la réalité augmentée. Et en fait, actuellement, on est en train de faire des travaux autour de l'utilisation de quelque chose qui se rapproche du motion picture pour pouvoir faire de la réalité augmentée. Ça veut dire que, vous voyez, le foie de mon malade, là, qui a un vrai foie, eh bien, sur ce vrai foie, on vient disposer un foie virtuel qu'on a construit à travers, justement, les data qu'on avait du malade. Et on a donc fabriqué ce foie virtuel qui vient se poser sur le foie réel et qui va se déformer en même temps que le foie réel. Donc, en fait, ça, c'est quelque chose qui va permettre de faire de la chirurgie plus personnalisée, de manière plus efficace, parce que peut-être qu'on pourra, comme ça, repérer où sont les structures anatomiques qui vont donc se modifier dans l'espace, puisque la difficulté de la chirurgie hépatique, c'est justement d'être capable d'avancer dans un organe plein en évitant d'aller blesser le foie. Donc vous voyez qu'ici, on est en train de faire bouger le foie réel et que le foie virtuel suit les mouvements du foie réel. Et donc, c'est très joli, mais c'est le début de l'histoire, parce que ce qu'on ne sait pas, c'est si les déformations externes, que l'on voit parfaitement bien, sont aussi bien simulées à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce que je vous montre, c'est un foie qui se tord, et je peux en effet tout à fait comparer le modèle virtuel qui se déforme avec le modèle réel qui se déforme. Ça, c'est possible. En revanche, à l'intérieur, je ne suis pas sûr que ça bouge de la même manière. Donc aujourd'hui, on est en train de travailler justement sur le recalage élastique à l'intérieur. Dernière chose, je crois qu'il faut faire confiance au futur. Je vous l'ai un petit peu dit tout à l'heure quand je vous dis qu'il fallait imprégner le présent du futur et pas l'inverse. Et faire confiance au futur, c'est quoi? C'est regarder ce qu'il y a aujourd'hui de plus moderne et vous demander comment on peut faire un truc encore plus moderne. Et en fait, ça, c'est une machine de perfusion normothermique oxygénée. C'est-à-dire c'est une machine qui permet de prendre un greffon hépatique, un organe qu'on a explanté chez quelqu'un, enfin un greffon, quelqu'un qui vient d'un foie de patient en mort encéphalique, et de mettre ce foie sur une machine de perfusion normothermique oxygénée, c'est-à-dire mettre ce foie sur une machine sur laquelle il y a du sang, de l'oxygène et des sels biliaires, de manière à conserver ce foie pendant plusieurs heures avant de l'implanter, avec l'avantage que ça a de pouvoir le tester sur la machine. Ces machines coûtent excessivement cher. Celle-là, c'est la plus chère, elle vaut 200 000 € à l'achat et 42 000 € par kit. 200 000 € à l'achat, 42 000 € par kit. C'est-à-dire que chaque fois que vous mettez un foie sur une machine, ça coûte 42 000 €. Ces machines ont pour objectif aujourd'hui de réanimer, de sauver des greffons stéatosiques. Ou du moins, on peut imaginer qu'on puisse les utiliser pour ça. C'est-à-dire qu'on va prendre des foies qui sont des foies qui viennent de patients qui ont une stéatose hépatique. Ces foies de stéatose hépatique ne fonctionnent pas bien dans le contexte de la transplantation. On va donc tester ces foies sur les machines et s'ils fonctionnent, on les mettra. Et bien en fait, vous imprégnez du futur pour inventer la suite et pour peut-être même modifier le présent. C'est quelque chose que je suis en train de faire avec quelques discussions que j'ai avec des collègues, en particulier des hépatologues, en me disant mais finalement, ces machines, plutôt que les utiliser pour sauver des organes stéatosiques avant de les implanter chez quelqu'un d'autre, et ben pourquoi on ne les utilise pas pour réanimer des foies d'hépatite fulminante? Moi, je fais de la transplantation hépatique. Ça veut dire qu'il m'est arrivé de transplanter des gens qui ont mangé par exemple des champignons ou du paracétamol et qui vont présenter des hépatites fulminantes extrêmement graves. Ces hépatites fulminantes, c'est des situations qui tuent les malades en moins de 48 heures si jamais les patients ne sont pas transplantés. Le truc, c'est que dans un certain nombre de cas, le foie est capable de régénérer et les patients s'approchent très très près de la catastrophe
et puis finalement, le foie repart et le malade s'en sort. C'est pour ça qu'on transplante les hépatites fulminantes peut-être des fois par excès, parce qu'on a peur que les gens meurent. Et lorsque on transplante des patients avec des hépatites fulminantes, il arrive que finalement, on trouve un foie qui n'est pas si moche que ça. Et l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que ce foie qui n'est pas si moche que ça, bah, si je le mets sur une machine, il a peut-être les capacités de régénérer et de repartir sur la machine, ce qui est intéressant parce que j'ai transplanté la personne avec un foie, donc la personne n'est pas morte, j'ai pris le foie de la patiente, je l'ai mis sur la machine et j'ai essayé de ranimer le foie. C'est d'autant plus intéressant que les facteurs hépatotrophiques qui permettent de réanimer un foie en conditions physiologiques, ils sont chez la malade qui, elle, a été transplantée. Donc si je récupère le sang de la patiente transplantée et que je le mets dans la machine, eh bien, on peut imaginer que peut-être on va pouvoir réanimer le foie et donc retransplanter la patiente avec son propre foie de manière à pouvoir éviter l'immunosuppression à long terme. Et on pourra d'ailleurs utiliser le greffon qu'on avait mis initialement chez quelqu'un d'autre et comme ça, vous avez une économie de greffon. Donc ça, vous voyez, c'est vous imprégner du futur pour modifier le présent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis en train de faire quelque chose avec des hépatologues et je les fais réfléchir là-dessus. Donc, on essaye justement de faire confiance à l'avenir pour changer le présent. Et je crois que c'est la dernière situation, la dernière problématique, la dernière solution pour innover, c'est imaginer. Moi, j'ai dans la salle un de mes meilleurs amis, c'est Amine Belkabou. C'est indiscutablement un de mes meilleurs amis. C'est la personne qui, sur cette planète, probablement me ressemble le plus. Vraiment, c'est un hasard, on s'est croisés dans la vie. C'est un type exceptionnel. Ce bonhomme exceptionnel, il a la même capacité, la même chance que ce que j'ai, c'est qu'il est capable d'imaginer. En fait, il faut bien comprendre, et c'est lui qui me l'a appris hier, que, en fait, tout ça, c'est des histoires. Il y a, en fait, des histoires qu'on se raconte, et l'histoire devient réalité à partir du moment où on y croit tous. Et bien, en fait, il faut être capable, des fois, de changer ou d'essayer de faire changer l'histoire et que les gens, juste, se disent « mais en fait, c'est pas si con ce qu'il raconte » et on va accrocher à son histoire. Par exemple, le monsieur qui est ici, là, Étienne Klein, qui est un type absolument génial, il vous explique que Albert Einstein, quand il a inventé la théorie de la relativité, il a simplement imaginé quelque chose. Il a imaginé quelque chose et il a réinventé un monde qui est la mécanique quantique qui ensuite s'est fabriqué dans cette imagination. Tu ne sais même pas si ça existe vraiment. Mais en tout cas, c'est un paradigme, une nouvelle manière de penser qui existe, à laquelle beaucoup de gens ont adhéré et qui a permis de trouver des solutions à des problèmes. Donc, n'ayez pas peur d'imaginer, n'ayez pas peur d'être un peu fou si vous voulez vraiment innover et trouver des choses. Ça veut dire qu'il faut construire quelque chose qui est cohérent dans un monde qui vous appartient et dans lequel vous devez faire entrer les gens. Alors vous me direz, c'est une définition de la folie ce qu'il est en train de raconter. Parce que les fous, en effet, vous disent, il y a des navettes spatiales qui tournent de ma tête, et moi je suis très très bien avec ces navettes spatiales. Donc ce type-là est fou, mais il est fou parce que vous n'arrivez pas à rentrer dans ce monde. Si ce truc est assez cohérent pour vous expliquer que les navettes spatiales sont vraiment là, vous allez rentrer dans le monde du bonhomme. Donc ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut absolument, absolument avoir la capacité d'imaginer. La dernière chose, c'est qu'il ne faut pas vous prendre au sérieux. Il ne faut pas vous prendre au sérieux parce que tout ce que je viens de vous raconter, c'est des histoires. C'est des histoires, pourquoi? Parce que, justement, on s'en fout, quoi. C'est simplement un moyen de rester vivant et heureux, de continuer à avancer. Donc, moi, j'ai une solution pour ne pas dépérir. Alors, je ne vous ai pas dit que j'avais déjà fait une dépression, mais tout à l'heure, je vous ai parlé avec une certaine expérience du sujet. C'est peut-être chez d'autres, mais en tout cas, je connaissais le problème. Donc, pour pouvoir me sortir
de ces problématiques inhérentes à une activité parfois un peu trop excessive, eh ben, je n'ai pas trouvé mieux que de méditer 10 minutes par jour. Donc 10 minutes par jour, le matin dans mon salon, je m'assois entre 7h et 7h10, ce qui est pour ça que j'arrive en retard tous les matins au staff, et j'essaye de faire le vide. J'essaye de faire le vide pour faire le plein. En fait, j'essaye de faire le vide justement pour reprendre connexion avec ce qu'il y a autour de moi et être capable de ensuite refaire et continuer. Parce qu'à un moment, il faut s'arrêter de penser, il faut juste prendre contact avec les éléments et considérer que votre orteil droit est en contact avec votre orteil gauche. Dernière chose, et je crois que c'est le truc le plus important, c'est que je suis capable de faire tout ça, sincèrement, vraiment, c'est que j'ai mon pack de survie. Mon pack de survie, c'est ces 4 personnes que vous voyez sur cette photo. Si Nina n'était pas là et si les petits n'étaient pas là, j'aurais jamais fait tout ça. Et j'espère simplement qu'elle verra ce talk, parce que c'est vraiment ce que je pense. Et je pourrais terminer avec cette phrase de Jacques Attali, avant que ça se ferme, parce qu'il n'y a plus de batterie, mais ça correspond un peu à ma situation actuellement. C'est que si vous voulez avancer, si vous voulez être heureux, il y a 3 choses. Il faut que vous soyez audacieux, lucide et optimiste. Je vous remercie.